Soyez la bienvenue dans votre journal sur Hosanna TV Monde. Nous démarrons tout de suite avec les titres, bien évidemment. Côte d'Ivoire, les troupes françaises en Afrique, réaction à Abidjan. Au Burkina Faso, au moins 70 soldats tués dans les attaques. Et puis au Mali, G5, absence du Mali. Enfin, en Ukraine, les Trolls, la deuxième armée du patron de Wagner. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Hosanna TV Monde. Nous débutons bien sûr ce journal sur la Côte d'Ivoire. Les habitants d'Abidjan en Côte d'Ivoire réagissent à l'annonce du président français Emmanuel Macron selon laquelle le gouvernement de l'Hexagone va réduire ses troupes présentes sur le continent africain. Réaction à Abidjan. Les habitants d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, réagissent à l'annonce du président français Emmanuel Macron, selon laquelle le gouvernement de l'Hexagone va réduire ses troupes présentes sur le continent africain. Le chef de l'État français s'exprimait avant une tournée de 4 pays en Afrique australe. La réduction des effectifs de l'armée française en Afrique, je crois que c'est une bonne chose, c'est mieux, ça vaut mieux. Ça vaut mieux parce que c'est des pays, nous sommes indépendants. Un pays indépendant déjà n'a pas trop besoin d'une autre armée. S'il y a quelque chose à faire, peut-être que aider les former et les laisser eux-mêmes se défendre, défendre leur territoire. Réduire l'effectif, on doit même les enlever, pas réduire nos capacités. Paris s'est brouillé avec les nouvelles autorités militaires du Mali et du Burkina Faso, retirant ses troupes des 2 anciennes colonies françaises, après avoir aidé pendant des années les autorités locales à combattre les djihadistes. La réduction des effectifs des troupes françaises en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne est une initiative, je peux dire, positive parce qu'elle permettra à ces pays d'être autonomes sur le plan militaire et sur le plan politique et aussi sur le plan économique. Créées en 2015, les forces françaises en Côte d'Ivoire, FFCI, ont été implantées afin d'assurer un relais opérationnel sur une zone d'intérêt stratégique pour la France. À mon avis et tout, que c'est pas trop bon ce qu'ils vont. Parce que bon, en Côte d'Ivoire ici, les amis qu'on a, surtout les FFCI, et ils ne connaissent, en tout cas, ils n'ont pas eu de bonnes formations pour dire défendre le pays. L'armée française, au moins qu'ils sont là, ils peuvent défendre, ils peuvent apprendre les FSI à pouvoir bien se défendre. En visite à Abidjan la semaine dernière, le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, a noté les efforts accomplis par l'appareil de sécurité ivoirien. Une réduction à venir des 950 militaires des FFCI a été évoquée. Toujours en Côte d'Ivoire, le village de Pau-Cancro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, est toujours sur le choc. Entre 16 et 21 personnes, principalement, les enfants sont morts depuis décembre. Ces décès seraient provoqués, selon les autorités, par une bactérie du genre Clostridium. Mais certains habitants mettent en cause un fétiche. Nous suivons ensemble. La série a commencé en décembre dernier. 6 enfants entre 1 et 8 ans étaient morts subitement, victimes de diarrhée et de vomissements. Même l'hôpital de Bouaké, où ils avaient été transportés, n'a pas pu les sauver. Et puis l'épidémie mystérieuse a repris fin janvier, replongeant les familles dans la douleur et dans l'angoisse. Depuis, le village de Pau-Cancro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, est sous le choc. On a toujours peur, puisque le premier coup, ou le 2 décembre, quand ça a tué 6 personnes, ça a relâché. Sur, disons, 1 mois et puis ça a repris. Donc c'est notre inquiétude là qui est là. Aujourd'hui, ça fait au moins peut-être 1 semaine qu'on est dedans. On ne souhaite pas, mais ça peut arriver encore. Le dernier bilan officiel fait état de 16 morts, mais les villageois en comptent 21, dont 18 enfants. Et la science a rendu son verdict. Ces décès seraient dus au Clostridium, un genre de bactérie qui peut provoquer des maladies graves comme le tétanos et le botulisme. Ici, des troubles digestifs sévères, fatals pour les enfants et les personnes âgées. Il n'est pas resté longtemps malade. Le soir, j'ai joué avec lui avant d'aller au lit. C'est à 5 heures que la maladie s'est déclenchée. On l'a envoyé à l'hôpital et il est décédé. Mais pour certains au village, le responsable est un fétiche exposé à l'entrée de la maison d'un notable. De fait, l'objet présenterait des traces de Clostridium. Mais comment cette bactérie a-t-elle pu se propager et toucher autant d'enfants ?
c'est un truc qui est conduit par le vent. Quand c'est conduit par le vent, on ne le voit pas. Donc c'est un truc mystique. Donc ça encercler tout le village. Début février, le fétiche a été déplacé hors du village. Le notable et le féticheur ont été condamnés à 5 ans de prison pour faits de charlatanisme et troubles à l'ordre public. Et voilà, nous sommes au Burkina Faso. Au Burkina Faso, entre vendredi dernier, au moins 70 soldats ont été tués dans plusieurs attaques attribuées au groupe djihadisme par les autorités burkinabées. 2 attaques violentes à quelques jours d'intervalle et toutes deux dans cette même province de l'Oudalan, proche du Mali, dans la zone dite des 3 frontières. La première s'est déroulée vendredi à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Oursi. Une embuscade contre un détachement qui venait d'être relevé. 51 soldats sont tombés selon le bilan provisoire communiqué lundi par l'armée burkinabé et toujours en vigueur. C'est l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Traoré. Et puis au cours de la riposte, l'état-major burkinabé annonce avoir neutralisé au moins 160 terroristes, notamment via des frappes de drones, dont des extraits vidéo ont été rendus publics ces derniers jours. C'est la première fois que le Burkina Faso diffuse ce type d'images. Et puis au cours de la nuit de lundi à mardi, selon des sources sécuritaires, c'est la ville de Tinakov qui a été attaquée. Elle est située à une 50aine de kilomètres de la ville d'Oursi. Et au cours de cette attaque, toujours selon des sources sécuritaires, de nombreuses victimes sont à déplorer, mais pas de bilan ni de communiqué officiel de la part des autorités burkinabées ou de l'état-major. Selon les spécialistes en groupe djihadiste au Sahel, ces 2 attaques qui n'ont pas été revendiquées portent la marque de l'État islamique au Grand Sahara, présent depuis plusieurs années dans cette partie du pays. Et puis nous partons du côté du Mali. Le 6e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel s'est déroulé aujourd'hui au Tchad. Un sommet à 4 puisque le Mali a quitté l'instance alors que le pays est en cœur des questions sécuritaires. Ensuite, le reportage. Le 6e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel s'est déroulé aujourd'hui au Tchad. L'organisation régionale se réunit pour la première fois sans le Mali qui a quitté cette instance en mai 2022. Autre absence remarquée, celle du président de la transition burkinabé. La lutte contre les menaces transnationales, le terrorisme ou encore l'immigration clandestine dans la région était au cœur des discussions. On écoute le chef de la diplomatie tchadienne. C'est la volonté des pays membres du G5 Sahel de réaffirmer leur détermination à redynamiser le G5 Sahel. Ça, c'est la première volonté. Et la deuxième, c'est de regretter et prendre acte du fait que le Mali s'est retiré du G5 Sahel et en même temps remercier les partenaires pour tout l'appui qu'ils ont apporté jusqu'à là au G5 Sahel et en espérant que cette nouvelle dynamique puisse faire en sorte que le G5 Sahel puisse sortir de l'impasse qu'il a connue depuis 2-3 ans. Alors ce qu'on sait, c'est que les tractations sont en cours. Vous avez entendu tout à l'heure Mohamed Saleh Nadif, c'est l'actuel ministre tchadien des Affaires étrangères, mais il était l'ancien patron de la mission de l'ONU au Mali, il connaît bien le Mali, il a ses entrées là-bas. Le nouveau patron du G5, le président Kazouani de la Mauritanie, souhaite aussi le retour du Mali. Et je disais tout à l'heure, les tractations sont en cours pour que le Mali revienne prendre sa place dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le G5 Sahel. Ceux qui participent, les groupes qui participent à cette vaste opération de sécurisation, selon Mohamed El Maouloud Ramadan, il y a l'ACMA. L'ACMA, c'est l'ex-rébellion composée de 3 mouvements, comme vous le savez, qui ont fusionné il n'y a pas longtemps. Mais il y a également, et ça c'est très important, des groupes armés du nord du Mali impliqués dans le processus de paix, mais qui sont plutôt gouvernement malien. Il y a le GATIA, le MSA par exemple, et on a vu des centaines de véhicules qui viennent de l'ouest, du nord, du nord-ouest, du nord, qui vont se rendre demain au nord-est dans la région de Kidal pour donc justement commencer cette vaste opération de sécurisation du nord du Mali.
Alors vous savez que ces groupes contrôlent encore une vaste partie du territoire malien et le constat est là, 66% de la superficie totale du Mali se trouve dans le septentrion, au centre et au nord, et 66% de la superficie totale du Mali abrite seulement 9% de la population. Donc la zone est vaste, le gouvernement central ne peut pas tout faire, et puis ensuite il y a quand même l'État islamique au Grand Sahel qui est en train de tenter de prendre du terrain, de recruter, de commettre des atrocités comme d'autres groupes djihadistes. Et il s'agit de combattre justement l'État islamique au Grand Sahara et d'assurer la population, la sécurité des populations dans les zones que contrôle l'ex-rébellion et les autres groupes armés pro-Bamako. Ça c'est clair parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les opérations de sécurisation se déroulent sans le feu vert de Bamako, sans le feu vert du gouvernement malien. C'est comme si, permettez l'expression, comme s'il y avait un État dans un État, mais également les groupes armés veulent probablement dire au gouvernement malien, il faut compter sur nous pour pouvoir assurer la sécurité dans le nord du Mali. Il faut compter sur nous pour la formation de la nouvelle armée malienne. Ensuite, nous survolons du côté du Gabon. Et oui, il y a de la corruption. J'ai été nommé pour mettre de l'ordre dans le secteur forestier, dit Lee White, le ministre gabonais des eaux et forêts et de l'environnement. On en parle. Non, mais il y a eu des cas de corruption dans le secteur forestier, dans le secteur qui vous concerne. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Corruption, oui. Oui, il y a encore de la corruption. En effet, il n'y a pas de secret. J'ai été nommé pour essayer de mettre de l'ordre dans le secteur forestier. On sait que la corruption dans la forêt a même financé des campagnes politiques dans le passé avec les analyses de l'ONG américaine, Environmental Investigation Agency. On sait qu'en 2016-2017, qu'on perdait jusqu'à 300 millions d'euros par an en évasion fiscale, en exploitation illégale. On a réussi à beaucoup diminuer ce chiffre, mais c'est quand vous luttez contre une organisation criminelle des centaines de millions d'euros, c'est pas du jour au lendemain qu'on trouve des solutions. Il suffit de regarder les questions du mafia en Europe et on sait que c'est compliqué. Donc on fait un grand effort parce qu'on est très conscient. Nous voulons exploiter la forêt pour sauver la forêt. Nous voulons produire des meubles au Gabon qui vont être achetés en France. Donc, pour que on vende nos meubles en France, peuvent être très bien faits, mais si on n'a pas la preuve que ces meubles sont exploités légalement, sont durables, sont plutôt positifs pour le climat, qu'on n'est pas en train de détruire notre forêt, mais plutôt faire pousser plus de forêt. Que nos meubles sont positifs pour les éléphants et les gorilles, et que nos meubles sont positifs pour les populations gabonaises. Si on ne peut pas prouver tout ça, qui en France va acheter nos on va y venir, on va venir sur ce sujet. Justement, peut-être un point, vous aviez pour objectif la certification de toutes les entreprises de bois en FSC à la fin 2022. Est-ce que vous avez atteint cet objectif? FSC, c'est un label. Forest Stewardship Council, FSC, c'est le meilleur label d'exploitation durable de la forêt. C'est un échec. Je n'ai pas pu réaliser cette instruction du président de la République. C'est un échec parce qu'on a perdu deux ans et demi avec le Covid. Donc, ça peut se comprendre. C'est quelque chose qui s'accélère. Les derniers 12 mois, on a eu 5 nouvelles certifications FSC. Donc ça prend, disons, il y a un vrai engouement maintenant dans le secteur. Et on va réussir cette instruction, mais on n'a pas pu le faire pour fin 2022, surtout à cause de tout le temps perdu au Covid-19. Et voilà, nous revenons du côté de la Tunisie. Après les propos polémiques du président des migrants, Afrique subsaharienne rentre d'eux-mêmes dans leur pays. Suivons ensemble. Rassemblés dans le centre de la capitale, plusieurs centaines de militants antiracistes sont venus crier leur colère. L'appel à la haine à l'encontre de nos frères et sœurs subsahariens ne représente pas la Tunisie, ne représente pas les Tunisiens. Non au racisme et au fascisme. La Tunisie est un pays africain et tous les Africains y sont les bienvenus.
Un discours loin d'être partagé par tous, à commencer par le chef de l'État. Lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale du 21 février, Kais Saïed fustige ce qu'il qualifie de horde de migrants clandestins dont la présence en Tunisie est source de violence et de crimes. ONG et défenseurs des droits de l'homme s'insurgent et 2 jours plus tard, le président tente de rassurer les personnes en situation régulière. Nous devons veiller sur nos frères de l'Afrique subsaharienne en situation légale. Mais il n'est pas question de laisser quiconque en situation illégale rester en Tunisie. Il y a un État et des institutions. Mais sa charge contre les migrants ne s'arrête pas là. Dans un communiqué, la présidence accuse, dixit, les Noirs de vouloir remplacer les Arabes en Tunisie. Il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle pour changer la composition démographique de la Tunisie, pour en faire un pays africain seulement et estomper son caractère arabo-musulman. Ils ont mis le feu, vous voyez. Sur ces images, des migrants se disent victimes d'intimidation. En Tunisie, comme ailleurs en Afrique du Nord, les migrants subsahariens sont depuis longtemps victimes d'agressions racistes. Aujourd'hui, certains craignent que les propos du président accentuent le phénomène. Alors, ils décident de rentrer d'eux-mêmes dans leur pays. On nous frappe, on nous maltraite. Pour plus de sécurité, on préfère venir à notre ambassade s'inscrire pour entrer en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mais aussi Mali, dont l'ambassade en Tunisie invite ceux qui le souhaitent à s'inscrire pour un retour volontaire. L'Union africaine condamne les propos du président tunisien et appelle ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Et puis nous survolons du côté de l'Ukraine. La guerre qui mène la Russie à l'Ukraine depuis 1 an se joue aussi sur le front de l'information, communication, les trolls, l'autre armée de Prigojine. Et oui, la Suède va livrer environ 10 chars à Léopard et des systèmes anti-aériens à l'Ukraine. D'ailleurs sur le front que sur les réseaux sociaux. Ici, son armée ne s'appelle pas donc Wagner, elle s'appelle Cyberfront Z. Leurs armes, ce sont effectivement les trolls et elles sont redoutables avec 2 buts, détourner les discussions sur les réseaux sociaux et inonder les plateformes. Sur le fond, ça va donner ce type de message que vous allez voir sur Telegram. Alors ils font croire par exemple que la population américaine, elle, est contre la guerre en Ukraine. L'Ukraine qui est rebaptisée à l'occasion le pays 404, le pays erreur, donc, en langage informatique. Pour désigner les Ukrainiens, on parle des nazis ou des bandéristes, du nom de Stéphane Bandera, ce personnage controversé qui est glorifié notamment chez des nationalistes ukrainiens. Cyberfront Z diffuse aussi ce type de cartes sur de fausses avancées de l'armée russe, des vidéos, des graphiques. Ils ont compris les codes, bref, et ça n'arrête pas, parce que derrière, c'est toute une institution, je dirais même une industrie, avec cette usine à trolls donc de Saint-Pétersbourg. Elle tourne 24 heures sur 24, elle compte 400 employés, ils font les 3-8 pour diffuser tous ces messages. Quelques chiffres peut-être pour montrer leur efficacité. On a regardé rien que sur la semaine dernière, ça part d'une 20aine de posts sur le compte Telegram de Cyberfront Z. Ensuite, c'est repris par des dizaines de milliers de messages sur TikTok, Twitter, Instagram, par des comptes pro-russes jusqu'à chez nous en France, où on a aussi des personnages comme Silvano Trotta par exemple, ou des politiques comme François Asselineau ou Florian Philippot. Ils reprennent régulièrement ces théories du Kremlin. Il y a peut-être un autre chiffre qui est intéressant que je voulais vous montrer aussi dans cette chronique. Il y a une récente enquête de Google et Microsoft sur ce sujet. Ils mettent en garde l'Ukraine contre une attaque numérique quasi constante de la part de la Russie. D'après eux, l'usine à trolls de Prigojine est à l'origine d'au moins 814 attaques en russe, en arabe, en chinois et en français. Et puis cette usine à trolls, elle se contente pas juste de diffuser des messages, elle recrute, elle donne des modes d'emploi pour ceux que ça intéresserait de rejoindre leur guerre d'information, ou elle cherche des profils très précis, des spammers, des analyses de contenu. Leur fiche de poste, elle est très claire, elle est affichée dans ces messages, lutter contre la junte de Kiev, je cite, soutenue par les puissances occidentales. Et comme par hasard, la plupart de ces campagnes de recrutement, elles sont relayées par Wagner, l'autre armée de Prigojine. C'est vrai. Alors, on avait quand même des doutes. On savait le lien financier qui pouvait le lier à cette usine de Saint-Pétersbourg. Jusqu'ici, c'est vrai qu'il était resté discret. Il y a 10 jours, il publie ce communiqué qui est repris sur plusieurs réseaux sociaux. Il dit qu'il a non seulement été l'unique financier de l'Internet Research Agency, donc ça c'est l'ancien nom de l'usine à trolls, mais je l'ai inventé, je l'ai créé, je l'ai géré pendant longtemps, donc là on peut pas être plus clair, pour protéger, dit-il, l'espace informationnel russe.
contre ce qu'il appelle donc la propagande grossière et agressive de l'Occident. Ça, c'est que la confirmation finalement de ce qu'on savait déjà. Il y avait notamment ce rapport du gouvernement britannique, on en a parlé au moment où on parlait d'usine à troll sur ce plateau, au printemps dernier. L'usine de Prigojine mène, selon ce rapport, une campagne de désinformation beaucoup plus large qu'en Ukraine. Plusieurs pays occidentaux sont aussi ciblés. Ça rejoint une autre enquête encore plus ancienne, celle du FBI, qui avait montré notamment l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016. Le problème avec cette usine à troll, Samira, c'est comme le virus, ça se propage un peu partout. Tout à fait. Alors, elle a fait des petits. Regardez cette carte un peu partout dans le monde. On l'a réalisée il y a un mois quand on avait commencé à travailler sur ce sujet. On en retrouve en Malaisie, au Nicaragua, en Chine, en Turquie, et encore là, ce ne sont que celles qui sont connues. On les a retrouvées grâce aux articles de presse ou à des procès qui ont eu lieu, mais il y en a forcément plus qu'on ne connaît pas, même dans nos démocraties occidentales d'ailleurs. Alors, on ne va pas parler d'usines à troll étatisées, voilà, mais il y a quand même des partis politiques qui parfois utilisent aussi les mêmes méthodes. L'enjeu finalement de ces usines à troll, il est très bien résumé par Marie Pelletier, que j'ai régulièrement au téléphone sur ces sujets, elle est spécialiste de la propagande, et elle explique en fait l'objectif de ces usines à troll, c'est d'être influent dans le débat public occidental. L'information, c'est le nerf de la guerre, nous dit-elle, et les Russes ont bien compris le potentiel d'Internet pour y parvenir. Et puis nous finissons sur la France. Emmanuel Macron présente sa politique africaine. Le président Emmanuel Macron a dit faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, avec une somme défis vertigineuse lors d'un discours du lundi 27 février dernier à l'Élysée, à la veille d'une tournée en Afrique. Dans une formation, si je puis dire, assez originale, puisqu'il y a tout à la fois des journalistes à Paris, à Libreville et dans l'ensemble des capitales de la tournée africaine qui commencera dès mercredi. Mais il y a ici, à l'Élysée, donc les actrices et acteurs de notre action collective sur le continent africain. Et j'assume pleinement de m'exprimer avant cette tournée depuis Paris à vos côtés pour essayer de donner le sens de ce que nous sommes en train d'essayer de faire depuis maintenant un peu plus de 5 ans et essayer de dire avec qui, pourquoi et comment. Et au fond, l'objectif que nous devons poursuivre, c'est d'avoir une politique plus simple, plus lisible, en faisant mieux travailler l'ensemble des administrations, de l'État, de ses partenaires, mais avoir aussi une politique qui associe pleinement les entrepreneuses et entrepreneurs, les innovateurs, les sportifs, les artistes, les scientifiques, dans cette politique qui a vocation à ne pas être simplement de gouvernement à gouvernement, mais qui doit pleinement assumer de traiter avec la société civile des différents pays d'Afrique. Et au fond, sont là réunis bon nombre d'acteurs de notre politique avec l'Afrique qui, pour une bonne partie d'entre eux, vont avoir à m'accompagner dans ce déplacement à venir à partir de mercredi ou qui ont pu m'accompagner dans des voyages précédents. Alors, il y a un peu moins de 6 ans, en novembre 2017, dans un amphithéâtre de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, j'avais débuté mon discours en citant les mots de Thomas Sankara et en annonçant qu'il n'y avait plus de politique africaine de la France. Ces mots sont toujours d'actualité. Mais ils ne sont certainement plus suffisants face aux bouleversements et aux transformations profondes que nous avons vécues ces dernières années. Le temps passé sur le continent africain est irremplaçable. J'y ai effectué 17 déplacements, été accueilli dans 21 pays, du Shrine de Lagos aux églises de Lalibela, sans compter les multiples entretiens menés avec nos partenaires africains à Paris et à travers le monde. Je n'en retirerai aucune considération générale, car une réalité unique africaine n'existe que dans bon nombre de schémas simplificateurs. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains. Consolider des États et des administrations, investir massivement dans l'éducation, la santé, l'emploi, la formation, la transition énergétique,
Tout cela donc en étant confronté davantage que d'autres à la pression du changement climatique et de ses effets, à l'offensive du terrorisme, au choc économique, sanitaire et géopolitique. Je crois pouvoir dire qu'aucune région au monde n'a été soumise à cette obligation de résultat en l'espace d'1 à 2 générations, comme le continent africain l'est aujourd'hui. C'est pour cette raison qu'à quelques jours de ce déplacement à nouveau sur le continent africain, j'ai jugé que la priorité n'était pas de faire un nouveau discours sur le sol africain, mais d'essayer de la manière la plus claire de défendre ce que nous y faisons et la cohérence de notre action, et de renforcer aussi cette envie d'Afrique en France. Et c'est pourquoi beaucoup de chefs d'entreprise, de scientifiques, d'artistes et de sportifs sont aussi présents aujourd'hui. Nous devons en effet collectivement prendre la mesure des défis qui sont si proches de nous, non pas pour nous projeter dans des prédictions apocalyptiques ou dans des paniques anxiogènes. J'ai pu parfois le constater à chacun de mes déplacements. La terre africaine est tout sauf une terre d'angoisse et de résignation. Elle est une terre d'optimisme et de volontarisme. Cette proximité, cette énergie doivent nous inspirer et nous inciter à réaliser la force de notre atout d'être les voisins de l'Afrique et de compter encore parmi les pays qui ont un lien unique, humain, existentiel avec ce continent, ce qui est une chance. Nous avons destin lié avec le continent africain. Si nous savons saisir cette chance, nous avons l'opportunité de nous arrimer au continent qui, progressivement, sera aussi l'un des marchés économiques les plus jeunes et dynamiques du monde et qui sera l'un des grands foyers de la croissance mondiale dans les décennies qui viennent. Mais aussi parce que notre jeunesse écoute aujourd'hui une musique congolaise, nigériane, ivoirienne, créée et produite sur le continent africain. Et parce que ce n'est que la préfiguration d'une puissance culturelle, économique, scientifique, politique africaine qui va continuer de se déployer. Notre croissance économique aussi, à nous Européens, nos échanges, nos emplois vont dépendre de plus en plus de l'Afrique. Ça n'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est un fait. Et tout dépendra de ce que nous en faisons. C'est pourquoi je suis convaincu que le moment est venu de faire un choix et de savoir quel rapport nous voulons entretenir avec les pays africains. Et au fond, quand j'essaie de suivre l'actualité, ce qui m'arrive, et de lire la qualification du moment que nous sommes en train de vivre, qui est très clairement un entre-deux, parce que nous héritons de beaucoup de difficultés historiques et nous sommes dans un moment de transition sans avoir pleinement réalisé, je vais y revenir, le début de la transition commencé. Au fond, beaucoup voudraient nous inciter à rentrer dans une compétition. C'est la première voie. Une compétition que je considère pour ma part anachronique. C'est le piège qui consisterait à répondre à l'injonction de puissance ou à l'appel de démonstration de force. Regardez, certains arrivent avec leurs armées ou leurs mercenaires ici et là. Plongez-y, vous Français, c'est là que vous êtes attendus, c'est le rôle qui est le vôtre. Allez faire la compétition avec eux, vous êtes attendus là. Je ne le crois pas. C'est le confort des grilles de lecture du passé, mesurant notre influence au nombre de nos opérations militaires, ou nous satisfaire de liens privilégiés et exclusifs avec des dirigeants, ou considérer que des marchés économiques nous reviennent de droit parce que nous étions là avant. Ou jouer des coudes pour nous placer seuls au centre du jeu. Ce temps-là a vécu. Ma conviction, c'est que cette voie est désormais une impasse. Ceux qui la prônent sont plutôt les tenants d'une nostalgie. Et c'est précisément celle avec laquelle nous avons voulu rompre dès 2017, mais sans avoir encore tous les moyens d'en solder le passif. C'est la chronique de notre dernière décennie d'engagement au Mali. Au prix du sacrifice ultime, nos soldats y ont, aux côtés des militaires maliens et des armées africaines, remporté des victoires contre les groupes terroristes. Et je veux ici rendre hommage à la mémoire de nos soldats, de nos blessés, comme de ceux qui sont tombés là-bas. Cela a été et restera une immense fierté partagée avec les alliés qui nous ont rejoints. Mais ce n'était pas le rôle de nos soldats. Ce n'était pas le rôle de la France d'apporter seule des réponses politiques qui devaient prendre le relais de la réponse militaire. Nous avons pourtant, malgré nous, assumé une responsabilité exorbitante. Cela nous vaut aujourd'hui d'être l'objet par amalgame du rejet qui frappe une classe politique malienne qui a échoué à redresser son pays. Et c'est ce piège qui pourrait, si nous n'y prenons pas garde, se reproduire ailleurs.
Et voilà, merci de nous avoir suivis sur Hosanna TV Monde. Que le Seigneur vous accorde une grâce particulière. Que ce journal a été réalisé par Noël Yapi. Merci et bonsoir.